Comme prévu, hier, mercredi 7 août, a eu lieu à l'Assemblée nationale la séance, ou peut-être faudrait-il dire une séance de mise en accusation du président de la République. Pour revenir rapidement sur le film de la journée et surtout voir comment les choses vont pouvoir continuer, nous avons avec nous ce soir Monsieur Rolf Papillon, président de la commission éducation de l'Assemblée nationale, et M. Price Cyprien, président de la délégation haïtienne à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur Métro News. Merci à vous. C'est un plaisir d'être là. J'ai dit la séance, ou plutôt une séance, parce que, comme tout le monde a pu la constater, la séance en question a été mise en continuation et apparemment sine die. Alors, très rapidement, parce que je crois un peu tout le monde a suivi les événements hier, comment ça s'est passé? Le film des événements, très rapidement, M. Cyprien, vous voulez vous y mettre rapidement? Bon, en somme, après plus de 5 heures d'horloge, et à discuter sur la situation, et on s'est vu après ces heures-là que le président de la Chambre des députés a décidé, on ne sait pas par quel coup de baguette magique, de mettre la séance en continuation. Mais toujours est-il que on a remarqué que les demandeurs qui étaient pratiquement les accusateurs n'avaient pas, en somme, de documents à leur portée pour pouvoir soutenir leur demande. Donc, c'est pour la première fois qu'on constate au sein, on pourrait dire entre guillemets, d'un tribunal, que celui qui fait la demande n'a pas de dossier pour étayer son accusation, pour étayer sa demande. Et c'est au moment de la séance qu'on commence à demander des pièces aux membres du bureau afin de pouvoir étayer la demande de la mise en accusation. Ça, c'était vraiment ridicule. Voilà, monsieur Cyprien, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce point qui, je crois, a toute son importance. Ces députés se sont eux-mêmes auto-baptisés députés accusateurs. Mais pour qu'il y ait accusation, encore faudrait-il qu'il y ait tribunal et jugement. Or, ce n'est pas ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale. Il y a un député d'ailleurs qui faisait remarquer que la collecte des pièces ne leur incombait pas à eux, demandeurs accusateurs, entre guillemets, mais au président de la Chambre des députés. Ça aurait été à lui de s'adresser aux différents ministères pour obtenir les documents en question. Monsieur Papillon, vous partagez cette opinion, je crois. Oui, c'est tout à fait juste. Je pense que même 79 députés ne peuvent pas être accusateurs. L'acte d'accusation émane de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il faut au moins 2/3 de députés pour mettre en accusation le président. Ce qu'un député, ou même 79 députés, c'est-à-dire la limite pour atteindre les 2/3 au Parlement, peut faire, c'est une demande de mise en accusation qui, normalement, est soumise à l'Assemblée, et l'Assemblée décide de mettre en accusation le président. Et à ce titre, ils ne sont pas des accusateurs, ils sont des dénonciateurs, et c'est un petit problème sémantique. Je pense qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'importance dans la mesure où il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de conséquences qui découlent de l'appellation. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas été très bavard dans le débat hier soir, parce que j'estimais que c'était un détail sur la question. Par contre, moi, je pense qu'il faut... Je suis en léger désaccord avec mon collègue Price sur la question du bureau. Ce qu'il faut constater d'abord dans la séance d'hier, c'est la défaillance du bureau qui gère la Chambre. Hier, la séance d'hier a montré à la République que la Chambre des députés n'est pas gérée. Elle n'est pas gérée tant au niveau, j'ai envie de dire, administratif. Pendant la séance, il y avait des employés du Parlement dehors qui faisaient du tapage parce qu'ils n'ont pas été payés pendant plusieurs mois. Ça crée une ambiance qui n'est pas propice à un déroulement serein de la séance elle-même. Les députés ont sollicité des documents du bureau, si vous voulez. Et le bureau, parmi les documents qu'ils ont demandé, il y a des documents qui sont internes à la Chambre des députés qui auraient pu être donnés quand même, ce qui n'a pas été fait.
Et je pense que ce que les gens doivent se dire, ce n'est pas un tribunal classique. C'est-à-dire que nous, moi, en tant que président de la commission environnement, éducation, pardon, j'ai été président de la commission environnement pendant 2 ans, d'où ce lapsus. Et moi, en tant qu'actuel président de la commission éducation, je ne peux pas m'adresser directement au ministre de l'Éducation. Je dois m'adresser au président de la Chambre des députés, qui lui contacte le ministre de l'Éducation et me renvoie la correspondance dans le même sens. C'est-à-dire que ces documents-là qui ont été sollicités par ces députés de l'opposition auraient dû être là. Et on aura vu également, même au niveau du son, que le président de la Chambre n'avait pas les moyens de couper le micro aux perturbateurs parce que le son n'était pas à point et tout ça relève de la responsabilité du bureau. J'irai même plus loin pour dire que ce qu'on a vu hier, et je pense que la situation ne va pas s'arranger, je pense que ça va aller de mal en pis, parce que les députés hier que j'ai vus ne sont pas les mêmes qui sont entrés au Parlement il y a 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'on a vu des députés commencer tout doucement à sortir les chaussures et à taper sur les tables, etc. Il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a pas eu de sanction au départ. Le président de la Chambre ou les différents présidents n'ont pas jugé bon de modifier tout de suite les règlements intérieurs et sans de nouveaux règlements intérieurs, on n'aura jamais des séances sereines en bas. Et moi, je pense que quand un député ou un sénateur arrache un micro, casse du matériel qui appartient à l'État, et que ça revient, on va dire, à 6 millions de gouttes dans le cas du Sénat, par exemple, qui est-ce qui paye quand on casse? Et je pense que le bureau a failli un petit peu à sa mission, et c'est un petit peu la conséquence de cette séance qu'on a dû mettre en continuation. Mise en continuation, sine die, est-ce que vous pensez que, première question, est-ce que vous pensez que dans les jours qui viennent, il va y avoir convocation pour une seconde séance? Et question annexe ou accessoire, combien de fois une séance donnée sur un point précis peut-elle être mise en continuation? Est-ce qu'il y a un nombre limite? Ou bien, dès la deuxième séance, comme ça se passe un peu dans les assemblées générales des grandes compagnies, la première fois, il faut le quorum, la deuxième fois, la décision est prise à partir de ceux qui sont présents. Et comment ça se passe? Ce qu'il faut comprendre dans ce qui s'est passé hier, au niveau de la mise en continuation et de la séance, je peux dire que, à mon humble avis, que le président de la Chambre des députés essaye d'acheter du temps pour pouvoir peut-être négocier avec ces parlementaires une sortie de crise. Ça pourrait être quelque chose de ce genre. Parce que quand j'ai demandé ce matin au niveau du bureau, quand est-ce qu'on va reprendre la séance? Est-ce qu'il y aura une séance aujourd'hui? Donc, on a répondu négativement. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de séance. On sait que les séances se déroulent du mardi au jeudi à la Chambre des députés. Donc, vendredi et lundi, il n'y a pas de séance. Donc, on pourrait vraisemblablement espérer que mardi prochain, on va avoir séance. Mais là n'est pas vraiment la question. La question qu'il faut se poser avant, c'est de savoir est-ce que légalement cette séance de mise en accusation était possible. Vous dites bien légalement? Légalement. Ah. Est-ce que cette séance était possible? Bon, moi, à ce stade du débat, je ne veux pas m'aligner soit du côté majoritaire ou bien du côté de l'opposition minoritaire. Je veux exactement me ranger derrière la loi. Ce que dit la loi, ce que dit la Constitution. La Constitution, dans ses articles 185 et suivants, parle de la Haute Cour de justice. Donc, la Constitution de 87 a érigé la Haute Cour de justice comme étant une institution. De 87 à nos jours, qu'est-ce qui a été fait pour rendre fonctionnelle la Haute Cour de justice et permettre à des députés, puisqu'on dit que la Chambre des députés peut mettre en accusation soit le président de la République, le Premier ministre, les ministres, etc. Qu'est-ce qui a été fait pour permettre, pour donner la possibilité de mettre en branle une éventuelle procédure de mise en accusation? Rien. Que dit la Constitution? La Constitution représente, je dirais,
un canevas de points qui détermine ce qu'on doit faire pour le bon fonctionnement de l'État, de la nation, mais vous allez voir qu'à chaque moment, à chaque texte, à chaque article, la Constitution renvoie à la loi. Quand la Constitution renvoie à la loi, ça veut dire que nous prévoyons telle chose, mais pour que cette chose existe, il faut une loi d'application qui sera votée par le Parlement, c'est-à-dire par les deux chambres, en termes identiques. Et on va prendre des exemples très simples. Pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, avant, il n'y avait pas ça, il y avait la Cour de cassation qui représentait l'instance suprême. Donc, il a fallu voter une loi pour que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire soit effectif. Pour l'école de la magistrature, il a fallu une loi pour ériger l'école de la magistrature. Le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de loi d'application, on ne peut pas mettre sur pied le Conseil constitutionnel jusqu'à présent. Si on prend aussi l'article 20 de la Constitution qui prévoit l'abolition de la peine de mort, on a dû prendre, même sous un gouvernement de facto, il n'y avait pas de parlement à cette époque, mais pour rendre cet article fonctionnel au niveau du droit pénal haïtien, et le conseil de gouvernement dirigé par Henri Nanfi a dû prendre un décret d'application, le décret du 30 juillet 1988, pour permettre d'instaurer dans le cadre pénal haïtien l'abolition de la peine de mort. On peut prendre un autre exemple, plus près de nous. On sait que les articles 259 et suivants de la Constitution disent que l'État doit une égale protection à toutes les familles, quelle que soit leur origine. Mais on sait que dans le Code civil prévoit plusieurs catégories d'enfants. Les enfants légitimes, les enfants naturels, les enfants adultérins et les enfants incestueux. Donc les enfants qui avaient des droits étaient seulement les enfants légitimes et les enfants naturels. Mais à partir de la loi de mai, je crois que c'est le 12 mai 2014, c'est cette loi qui a réunifié la famille et qui permet à tous les enfants, quelle que soit leur origine, de bénéficier de cette égalité-là. Donc c'est que la Constitution prévoit les grandes lignes et renvoie à la loi, et cette loi, c'est nous, les parlementaires, qui doivent suivre le canevas de la Constitution, qui devront suivre le canevas de la Constitution pour pouvoir implémenter ces lois. Oui. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de loi votée par les deux chambres en termes identiques pour implémenter la Haute Cour de justice. C'est pour cela que, moi, je dirais, si je dois prendre une position légale, la demande de mise en accusation du président serait irrecevable parce qu'il n'y a pas de loi d'application pour faire cette procédure. Mais par contre, si on estime qu'il y a eu des dérives, si on estime qu'il y a eu des écarts du président qui seraient analysés comme des cas de forfaiture, nous, les parlementaires qui représentons un pouvoir de contrôle, on peut se réunir et prendre une résolution et forcer la main au président à prendre une décision. Mais arriver de but en blanc avec une question de mise en accusation sans qu'il y ait de texte de loi, moi, je suis perdu. En tant que parlementaire, je suis perdu. Oui, je crois d'ailleurs que c'est l'avis général de tous. Le terme qui a été utilisé dans d'autres interviews, c'est qu'il existe un flou juridique sur cette question de haute cour de justice. Un vide juridique. On hésitait entre le vide et le flou, parce que, bon, c'est pas totalement un vide, puisqu'on sait que c'est le Sénat qui s'érige en haute cour de justice et que la présidence est confiée au président du Sénat qui est assisté de 2 juges de la Cour de cassation. Donc il y a quand même un certain cadre. Oui, il n'y a pas un vide. C'est ce que prévoit la Constitution. Tout le reste est flou. Si vous me permettez un avis sur la question, moi je pense qu'on est en train de se perdre à essayer de trouver une explication logique à ce qui se passe en bas. La seule logique que moi je vois là-dedans, c'est que nous sommes dans la logique du pays LOC.
C'est-à-dire, l'objectif n'est pas de mettre en accusation le président. Comment voulez-vous qu'une petite minorité d'une vingtaine de députés... 14 députés. Bon, on va supposer qu'ils sont une vingtaine, mettre un président en accusation lorsqu'on sait qu'il faut la majorité des 2 tiers d'un président disposant d'une majorité confortable à la Chambre des députés. Donc c'est tout à fait insensé. Et moi je pense qu'on est dans la logique du pays LOC. Le pays LOC dans les rues a échoué et ils sont en train de transposer le pays LOC au niveau des institutions. De la rue aux institutions. Et là, vous parlez tout à l'heure que le président Bodo est en train de chercher un accord avec les députés minoritaires. Moi, je pense qu'accord, il n'y en aura pas parce que la volonté n'est pas là. Et pour moi, c'est une volonté délibérée de bloquer les institutions républicaines, empêcher le pays pour forcer éventuellement le départ du président Jovenel qui jusque-là s'est montré résistant à toutes sortes de... Donc il y a un agenda caché. Il y a un agenda très, très mal caché parce que moi-même je le vois et je pense que les députés sont en train d'abuser et je dénonce cette façon de faire. Vous savez, moi je pense qu'un des services qu'on pourrait rendre à la République dans la prochaine loi électorale, c'est certainement de mettre un article qui exige un examen psychiatrique aux prétendants au poste de député et de sénateur. Moi, je pense que le pays en a trop payé et il faut arrêter avec cette affaire. Et, la liste risque d'être longue. Absolument, absolument. Et j'en profite, si vous voulez, pour dénoncer cette forme de terrorisme. La seule façon qu'une minorité peut imposer sa loi à une majorité constituée, c'est par le terrorisme. Et c'est un terrorisme que nous avons vu dans la rue. Moi, depuis 3 ans et demi, depuis mon entrée au Parlement, je résiste à cela. Pour prêter serment, on a dû quasiment se cacher. On a dû prêter serment la veille parce qu'il y avait dehors des manifestants qui, à l'époque, l'expression à la mode, c'était mal élu, etc. On n'en parle plus aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, c'était ça, c'était le prétexte pour empêcher aux députés venus de la province pour prêter serment. C'était un premier point. Et puis, après, maintenant, on est encore dans cette situation-là. Maintenant, le terrorisme sort des rues et rentre à l'intérieur même du Parlement. Et moi, il y a une chose qui m'a vraiment choqué, c'est la campagne médiatique à coup de messages haineux sur les réseaux sociaux. Je pourrais même parler d'incitation à la haine. Et je pense qu'une organisation, quelle que soit sa nature, n'a pas le droit d'ouvrir un portail et publier des photos des députés et faire des incitations à la haine pour voir dans quel sens un député va voter ou non. Moi, je pense que ça dépasse les bornes à ce niveau-là et cela doit être dénoncé. On n'a pas le droit de mettre de la pression sur des élus pour voter dans son sens. C'est du terrorisme. Le terrorisme, moi, je dénonce sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient intellectuelles, c'est du terrorisme. Vous savez, il y a chez nous, 1986, nous avons traversé 1986 avec beaucoup de rêves pour le pays, mais également avec beaucoup de fantasmes. Et un des fantasmes de 1986, c'est de penser que l'exécutif est forcément mauvais et qu'on va faire un parlement idéal, un parlement qui n'a aucun défaut et à qui on va confier tout le pouvoir et qui va contrôler cet exécutif foncièrement mauvais. Et on en arrive aujourd'hui à détester tout parlementaire qui, pour une raison ou une autre, soutient l'exécutif parce que le rôle présumé du parlementaire, c'est d'être dans l'opposition. Au point que si vous êtes de connivence avec le pouvoir, mais je suis désolé, les parlements du monde entier sont divisés en 2 camps. Ceux qui soutiennent le pouvoir et ceux qui sont contre. Et moi, je pense que c'est de notre droit le plus entier de soutenir l'action gouvernementale et de s'en écarter lorsque bon nous semble. Mais cela ne peut pas se faire à coup de pression. Il y en a qui appellent sur les radios et sur les réseaux sociaux à publier les adresses des députés, etc. J'ai même entendu des collègues députés, parmi ceux-là à qui je recommande un examen psychiatrique, justement, eh bien, ce sont des députés qui incitent à la violence contre leurs propres collègues. Cela va trop loin. On ne peut pas continuer comme ça dans un pays. Bien, bon, on a coutume de dire, messieurs, que tout crime a un mobile. Quel est le mobile qui est poursuivi par ceux qui mènent ce genre de campagne de diffamation, d'accusation et même d'appel au crime? Ça, c'est ma première question. La deuxième question peut être plus compliquée, mais on va essayer d'accélérer un petit peu. D'après ce que je vous entends dire là, on a l'impression que c'est
l'avenir même de cette législature qui est hypothéqué. Non, en somme, moi, faisant une analyse de la situation, je constate qu'il faut se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Parce que les manifestations, les gens l'ont prouvé, s'il n'y avait pas de l'argent à mettre dans les rues pour pouvoir faire ces manifestations, les gens resteraient chez eux. Moi, je pense que... Sauf peut-être celle du 17 octobre. Celle des Petro Challenger, qui s'est d'ailleurs très bien passée, sans violence, sans rien du tout. Non, il faut dire aussi que assez souvent, il y a un groupe plus ou moins, je dirais, qui ont canalisé leurs manifestations, mais il y a toujours de l'infiltration. Ah ben oui, mais ça Donc, partout, les gilets jaunes, manifestations, etc. Bon, les manifestations en Haïti sont toujours le moment pour certains groupes qui représentent les fossoyeurs de la patrie pour pouvoir influencer, même s'il y a un groupe très pacifique, parce qu'en principe, la Constitution autorise les manifestations pacifiques. Donc c'est quand il y a la violence, dès qu'il y a violence, il y a une main cachée derrière cette violence. Et qu'on peut démasquer facilement. Mais j'aimerais quand même ajouter, collègue, que nous sommes dans un pays avec une culture de la violence. Nous sommes persuadés que rien ne peut se régler que par la violence. Et l'État, je pense, a habitué les gens à exercer cette violence régulièrement pour obtenir ce qu'ils veulent. Je vais vous donner un exemple très clair. Telle localité a besoin d'électricité et les autorités font la sourde oreille. Dès qu'ils commencent à bloquer les routes, dès qu'ils commencent à brûler les pneus, on s'intéresse à eux, on va voir ce qu'il y a, et puis on résout le problème. La localité voisine fait pareil, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça devient coutume dans le pays de bloquer les routes, etc. Aujourd'hui, si on veut aller dans le sud, il faut appeler comment est Chalon, comment est Gouave, comment est Petit Gouave, pour savoir si on peut passer. Oui. Et dans le nord, c'est pareil. Comment est Martissan? Comment est Martissan, déjà? D'abord, Martissan, on ne peut pas gérer un pays avec une telle croyance dans la violence. C'est comme si notre histoire est née dans la violence et on n'est jamais sorti, si vous voulez, de ce carcan, comme quoi la violence légitime, elle est légitimée et tout ce qu'on fait, on peut le tenir dans la violence et c'est comme ça qu'on va voir. Cette violence va entrer au Parlement. On va trouver des sénateurs et des députés qui vont être persuadés que tant qu'ils ne cassent pas les bureaux, tant qu'ils n'arrachent pas les micros, ils n'arriveront pas à leur fin. Vous savez, moi j'ai toujours dit qu'il y a deux manières de diriger. La première, c'est par les lois. Et c'est le principe. Et c'est le principe. C'est pas la loi, tout le monde est respecté. Et la seconde, qui est commune aux hommes et aux bêtes, c'est par la force. On ne peut pas diriger par la force, et tout peuple qui refuse les chemins de la loi finit par se comporter comme des bêtes, c'est-à-dire à tout obtenir par la force. Et c'est malheureusement vers cela que notre pays se dirige, malheureusement. Oui, j'allais vous dire tout à l'heure que l'exemple de la violence a d'abord été pendant de longues décennies en Haïti une violence d'État, avant d'être une violence populaire. Alors moi, ce que je dis, je ne suis pas en train de justifier que c'est légitime ou pas. Moi, ce que je dis, c'est que nous avons toujours vendu la violence comme valeur. Oui. Et dans nos écoles, également, on nous a fait croire que brûler le pays, c'était très bien, tuer était très bien, couper les têtes, brûler les maisons était très bien. Et même si c'était des mesures d'exception qui ont été faites dans une période spécifique de notre histoire, et moi, Dieu sait comment j'apprécie Jacques Dessalines, et que c'est un personnage que je suis en admiration devant lui, etc. Et il a commis ses actes dans un contexte particulier, et je pense que maintenant, on ne peut pas rester prisonnier de notre histoire et à tout justifier aujourd'hui par la violence. Non, il faut respecter la mémoire de Dessalines. Tout à fait. Dessalines a fait ça, c'était dans un contexte bien déterminé pour pouvoir libérer le pays, mais on n'est plus au stade de libérer le pays. Il faut construire. Absolument. Je pense qu'il est impératif pour nous, comme on a enlevé aux écoles l'instruction civique et morale, ce qui a contribué à une déchéance totale de l'éducation civique. Moi, je pense que maintenant, il faut introduire des cours dans les écoles primaires et secondaires pour inciter les jeunes à construire leur pays. C'est ce que nous voulons maintenant, c'est reconstruire et bâtir Haïti. Bon, on a enlevé l'instruction civique et morale, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est ni citoyen ni moral. Bien, alors écoutez, on va terminer sur cette dernière question maintenant, messieurs, car le pays tout entier s'attend à ce que le vide gouvernemental continue, puisque
avec ces séances de mise en accusation, il n'est même plus question de séances de ratification. Personne n'en parle plus. J'ai même le sentiment que la plupart des gens ont oublié qui était le dernier Premier ministre nommé. Alors, il est déjà devenu ancien ministre. Voilà. Il est passé de PM à AM. Exactement. Alors, maintenant, messieurs, comment voyez-vous l'avenir? Comment voyez-vous l'avenir? D'abord, l'avenir immédiat et à plus long terme, l'avenir de cette législature. Parce qu'on on fonce tête baissée dans un mur. Qu'est-ce qui va se passer demain pour vous, messieurs les députés? Qu'est-ce que vous prévoyez? Rapidement, 1 minute chacun. Bon, qu'est-ce qu'on prévoit? Et on pense qu'on doit suivre l'évolution de la fin de la 50e législature. Nous devrions travailler jusqu'au 2e lundi de septembre. Et espérons qu'on va pouvoir, par la force des choses, parce que je pense que la majorité doit quand même prendre ses responsabilités, par la force des choses, inviter nos collègues à travailler ou à nous laisser travailler, parce qu'il y a des lois à voter, il y a la régularisation du budget, le gouvernement, tout ceci est en attente. Donc je pense qu'on doit travailler pour ça, et je ne sais pas si le président voudra nous convoquer à l'extraordinaire pendant notre période de vacances, mais toujours est-il que la fin de la législature, c'est le 2e lundi de janvier. Mais vous êtes d'accord que les élections d'octobre prochain... Bon, à l'état actuel des choses, des élections en octobre, c'est pas possible. Parce qu'il fallait déjà mettre en branle la machine électorale pour pouvoir faire des élections. Monsieur Papillon. Oui, moi je vais commencer par Comment voyez-vous votre avenir dans cette institution? Bon, moi je vais commencer par attaquer un mythe, qui est le mythe de l'improductivité de la 50e législature. Je pense que nous avons une attitude souvent anumérique. C'est un pays où on n'utilise pas de chiffres et les gens disent n'importe quoi. Vous savez, les réseaux sociaux, les journalistes, etc., ils affirment n'importe quoi. Ils n'ont pas la responsabilité, si vous voulez, devant quiconque pour assumer leur dit. Au niveau de la 50e législature, je partage des chiffres avec vous. Moi, j'ai quand même regardé. Et même si pour moi, la productivité d'une législature ne se mesure pas au nombre de lois votées, parce que lorsqu'on travaille sur une loi et que cette loi est rejetée, cela veut dire également qu'il y a un travail qui a été fait pour rejeter cette loi. Bien sûr. Alors, on a tendance à compter. Maintenant, je vais rester tout simplement dans la logique habituelle, grand public, etc., du nombre de lois. Pour dire tout simplement que la 48e législature a voté 38 lois, qui est pour moi une des meilleures législatures qui nous a précédés. C'est la 48e. La 49e législature qui nous a précédés, on a voté 15 lois et 4 conventions internationales, alors que nous autres, nous avons voté près d'une 50aine de lois et je pense que quelques bonnes conventions internationales. Ça veut dire qu'en termes numériques, alors j'ai souvent entendu des journalistes poser la question la plus idiote aux députés, quel est votre bilan législatif? Je le vois aussi sur les réseaux sociaux. Mais un député n'a pas à avoir un bilan législatif. Bien sûr. Le seul bilan que vous pourriez présenter, c'est peut-être le dépôt de loi, puisqu'il s'agit de travail collectif. On peut questionner le bilan législatif d'une législature, puisqu'il s'agit de travail collectif, mais pas d'un député. Moi, en tant que député, j'ai déposé 4 lois sur la sécurité foncière au Parlement, qui n'ont jamais été mises en discussion. Je n'ai pas le pouvoir de décider de la mise en discussion de la loi que j'aurais tellement aimé qu'il soit votée. Et voilà, donc moi je pense que nous nous approchons vers la fin. Je me permets d'être très pessimiste sur les jours à venir en termes de sérénité. Moi je crois qu'il y aura plus jamais la sérénité nécessaire pour faire une séance en bas, puisque je pense que nous avons franchi le Rubicon. Hier, moi, c'est la première fois que j'étais à une séance où j'ai senti que ma vie était en danger, tant à l'intérieur du Parlement que dehors. Je suis sorti du Parlement vraiment avec un mal au ventre et j'ai vraiment l'impression, c'est comme si je revenais d'un match de boxe où j'ai été coincé dans un ring, un adversaire bien plus puissant. Et donc voilà, j'étais totalement lessivé et ça n'augure pas de bonjour. Le président Bodo cherche un accord avec l'opposition. Moi, j'y crois pas parce que je pense qu'il faut être deux pour danser le tango. Si l'opposition n'est pas disposée à trouver un accord, il n'y en aura pas. Et tant qu'il n'y aura pas d'accord politique, il n'y aura pas de séance. Et nous nous approchons vers la fin de la législature. Donc ce sera pour moi une fin en queue de poisson. Donc vous venez de nous dire que
à votre avis, la sérénité ne pourra plus mettre pied au Parlement et que donc, en conclusion, il n'y aura probablement pas de deuxième séance. J'ai quand même pris la précaution de dire que j'étais pessimiste, ce qui n'est pas dans mon genre. Oui, d'accord. Mais bon, d'après vous, refaire une séance de mise en accusation vous paraît probable, et quant à la séance de ratification, encore moins probable, si j'ose dire. Donc, vous estimez que là, pratiquement, la 50e législature a vécu sa dernière séance hier, mercredi 7 août. Il y aura quand même une tentative de reprise. On ne sait pas si ça va marcher, mais il y en aura quand même. D'accord. Yeah. Eh bien, écoutez, messieurs, merci infiniment. Merci d'être venus jusqu'à nous ce soir pour faire un petit peu la revue de ce qui s'est passé hier et surtout de ce qui risque de se passer demain. Je rappelle que nos invités de ce soir étaient M. Rolf Papillon, président de la commission éducation de l'Assemblée nationale, et M. Price Cyprien, président de la délégation haïtienne à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. J'ai quand même réussi à le dire. Voilà. Messieurs, merci infiniment. C'était un merci plaisir. d'être venus. Merci et à vous. à très bientôt.